on est, quand je dis on, c'est l'humanité, sur un point de bascule. On peut basculer vers une forme de fatalisme et de résignation, ce que les sociologues appellent la tentation de la ruine. C'est dire, bon, à quoi bon? Et puis au contraire, on peut peut-être justement faire un saut qualitatif collectif. Mais les choses ne sont pas jouées et l'histoire n'est pas encore écrite. L'avenir, il n'est désespérant que si on laisse le temps nous dicter la mutation. Mais à Paris, est-ce que les hommes, les responsables politiques vont décider d'écrire l'histoire ou est-ce qu'ils vont décider de la subir? Comme ma crainte, elle est avérée parce que je vois bien combien chaque État, de manière isolée, développe des arguments pour me dire « oui, tout ça est essentiel, mais plus tard » ou « oui, tout ça est essentiel, mais moi, je suis moins responsable que lui » ou « oui, tout ça est essentiel, mais moi, je peux faire moins que lui ». Isolément, tous ces arguments sont recevables. Collectivement, ils sont suicidaires. Pour transformer ces volontés individuelles en intelligence collective, il faut une impulsion supplémentaire. Il faut une dimension supplémentaire. Il faut que dans le bruit de fond de nos sociétés émergent quelques voix, quelques signes, quelques lumières qui nous ramènent à la raison, qui ramènent les chefs d'État à leur responsabilité d'homme, à leur mission d'homme, qui dépassent les fonctions. Voilà. Quelles sont les voies qui peuvent permettre, peut-être, justement, de passer au-dessus de ce bruit de fond? Il y a quelques grandes voies qui peuvent peut-être mettre les chefs d'État et de gouvernement au pied de leurs responsabilités, de leur dire, mais là, vous avez une occasion d'écrire l'histoire, mais il faut être un peu audacieux, un peu courageux. Pas simplement répondre aux attentes immédiates de vos citoyens, mais vous devez vous projeter, répondre aussi aux exigences des générations futures, pour élever les choses, pour les placer à la dimension où cet enjeu doit être placé. Pas un enjeu optionnel, un enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité. Parmi ces voies, il y a évidemment des grandes autorités religieuses qui peuvent non seulement responsabiliser les chefs d'État, leur demander justement d'être grands, leur expliquer que l'histoire retiendra, pour flatter peut-être leur ego, ce qu'ils auront fait ou pas fait. Et puis, ce sont les mêmes voies qui peuvent permettre aussi de forcer à la réflexion plus intime, plus spirituelle, plus culturelle, plus philosophique. De faire en sorte, encore une fois, qu'on n'aborde pas simplement ces sujets-là, et on en aura besoin par le prisme de la technologie, de la politique, de la loi, mais encore une fois qu'on se pose des bonnes questions parce qu'on n'a plus les moyens de se disperser sur tous les fronts. Il va falloir que l'on fixe des priorités, tant dans la recherche que dans l'économie, et donc que l'on renoue avec le sens initial du mot liberté, qui est la loi qu'on se fixe à soi-même. Que l'on renoue avec le sens initial du mot intelligence, qui est choisir entre. Donc, ces voies, ces hautes autorités nous obligent à des choix, à des renoncements et à des acquiescements, qui est un concept, un changement de paradigme absolu. Et il n'y a qu'eux qui peuvent, en tout cas, forcer les esprits à nous contraindre à ces choix-là. Parce que, encore une fois, on n'a pas été habitué, notamment pour un certain nombre d'États, à renoncer spontanément, à choisir, à les sélectionner. Et donc là, il va falloir que nous fléchions notre intelligence, nos moyens économiques, notre science, notre technologie pour réduire les inégalités. Quand je dis réduire, le mot est faible. Et protéger le substrat de nos économies, le substrat de nos sociétés, que sont les ressources naturelles, les écosystèmes et les grands équilibres. Il n'y a que ça qui a de l'importance. Et donc, tout ça se fera évidemment si on redéfinit les fins. Et dans le cafouillage, dans la confusion, dans la précipitation du temps, ça ne se fera pas spontanément. Et c'est pour ça que j'ai engagé, toutes confessions confondues, mais avec des accès plus faciles selon les religions, puisque pour l'Église catholique, il y a un interlocuteur évident, pour l'islam, c'est plus compliqué, mais
pour leur demander, d'assumer leurs responsabilités, pour leur dire aussi que leur silence peut valoir indifférence, et qu'ils ont aussi leurs responsabilités à assumer, et qu'en plus il y a une cohérence, parce que dans la critique d'un modèle de consommation, on peut se retrouver. Dans la responsabilité que l'on a sur le vivant, on peut se retrouver. Dans la réflexion sur l'être et sur l'avoir, on peut se retrouver. Dans les fondamentaux des églises sur la misère, la pauvreté, l'injustice, on peut se retrouver. Et jusqu'à présent, force est de constater, ça peut changer depuis quelque temps, à part pour ceux qui étaient très initiés et qui pouvaient avoir accès à certains textes, on ne peut pas dire que ces sujets étaient portés. Preuve en est d'ailleurs, quand j'étais à la mosquée Al-Azhar il y a quelques jours, le grand imam lui-même m'a dit « c'est la première fois qu'on m'entretient sur ces sujets-là ». Mais quand j'étais au Vatican il y a 2 ans, le mot changement climatique ne faisait pas partie du vocabulaire, biodiversité non plus. Depuis, une encyclique est en préparation, le pape ne cesse de prendre en compte ces sujets-là, de les aborder. Il vient d'annoncer à Ban Ki-moon qu'il sera au sommet de l'Assemblée générale des Nations unies en septembre, donc j'espère y avoir un peu contribué. Mais voilà, il faut placer cet enjeu, non pas comme un enjeu parmi d'autres, mais vraiment un enjeu majeur. Parce qu'il y a encore cette ambiguïté. Certains pensent qu'on a le choix de faire ou de ne rien faire. Non, on n'a pas le choix de faire ou de ne rien faire. Le modèle économique, le modèle de société tel qu'il existe, il va, d'ailleurs on le sent, il s'effrite de partout. Ce n'est pas la volonté qui manque des États de sortir des crises. Mais si les crises deviennent permanentes, ce qui est en soi est presque un oxymore, puisque par définition, une crise, c'est un mauvais moment. Et là, c'est un moment qui permanent. Ça prouve qu'il y a quelque chose de profondément vicié dans nos sociétés. Et donc, il faut aller au fond des choses. Et on reste plutôt dans l'écume des choses. Bossuet disait « Nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets, mais qui continuons à adorer les causes. » Les politiques sont plutôt le nez sur les effets. Et toute démarche qui permette d'essayer d'identifier les causes, évidemment, est nécessaire pour éviter de réitérer et de répéter des erreurs qui n'ont pas été volontaires au départ. L'enfer est souvent pavé de très bonnes intentions, mais là, force reconnaître que nos intentions et nos actions se sont séparées depuis un bon moment.